théorie sur l'enthalpie, les diagrammes énergétiques et le bilan énergétique. Alors, l'enthalpie, on va donner une définition, c'est tout simplement de l'énergie qui est emmagasinée à l'intérieur d'une substance lors de sa formation. Donc, la substance possède une quantité d'énergie parce qu'elle a été formée. La variable de l'enthalpie, c'est tout simplement la lettre H majuscule. L'unité que nous allons utiliser pour l'enthalpie, c'est soit le joule ou le kilojoule. Et nous allons noter l'enthalpie des réactifs, donc l'énergie des réactifs, à l'aide de la lettre H avec le petit R en indice ici. Donc, vous pouvez mettre un petit ou un grand R, comme vous voulez. L'enthalpie des produits, nous allons la noter aussi avec le grand H, soit un grand P ou un petit p. Alors, voici nos petites définitions. La variation d'enthalpie, c'est tout simplement l'écart de l'énergie. Donc, supposons, je vais faire une analogie, vous vous levez ce matin, vous avez de l'énergie, donc vous avez de l'enthalpie. Après le souper, vous avez aussi de l'énergie, mais qui n'est pas la même que celle du matin. Alors, la variation d'enthalpie, c'est celle qui serait calculée avec l'énergie que vous avez le soir, qu'on soustrait de moins l'énergie que vous avez le matin, tout simplement. Donc, on pourrait voir ça comme ça. C'est une variation. Donc, la belle définition chimique qu'on peut faire de ça, c'est que l'énergie, donc la variation d'enthalpie, c'est tout simplement l'énergie échangée. On va comprendre un petit peu plus tard avec les laboratoires 10, 11, 12 et 13. Donc, l'énergie échangée entre un système et son environnement lors d'une transformation physique ou d'une réaction chimique. Alors, la variable, c'est tout simplement le delta H. On lit le petit triangle ici, delta, qui est finalement la lettre grecque D, la lettre capitale D. Vous connaissez déjà la petite, qui est le petit d grec, comme ça, qu'on utilise en physique pour la dioptrie. Donc, le grand D en chimie est utilisé ou en mathématiques pour parler des écarts ou des variations. Donc, on l'appelle delta H. L'unité, c'est souvent plus le kilojoule qui est utilisé. Par contre, on peut voir le delta H calculé en joule. Il y a des synonymes de la variation d'enthalpie. On peut dire la chaleur de réaction ou bien la chaleur de transformation. Et si cette chaleur-là est exprimée pour une mole, on va parler tout simplement de chaleur molaire de réaction. On n'oublie pas la vision globale. La vision globale, c'est qu'on veut calculer de l'énergie. On a été capable d'en calculer dans quelques laboratoires, les laboratoires 9 et 10. Mais ce qu'on va faire dans les prochains laboratoires, c'est de calculer une chaleur molaire. Par la suite, nous avons, donc comme c'est une variation, nous avons une formule qui nous permet de calculer cette variation-là. Il suffit tout simplement de prendre l'énergie des produits qu'on soustrait de l'énergie des réactifs. C'est ce qui va nous donner notre écart. Un peu avec l'analogie de tantôt. Donc, l'énergie que vous avez le soir, moins l'énergie que vous avez le matin, ça nous donne un écart. Moi, c'est pas l'énergie que vous avez en vous levant qui m'intéresse. C'est un écart, donc la quantité d'énergie que vous allez avoir dépensée à la fin d'une journée ou gagnée à la fin d'une journée. On va voir tantôt, un petit peu plus tard, que le delta H peut être finalement positif ou négatif selon une perte ou un gain d'énergie. On fait un petit rappel de notre quatrième secondaire et du début du chapitre sur l'énergie en secondaire 5. On a vu les réactions endothermiques et exothermiques. On se souvient qu'une réaction endothermique, c'est une réaction au cours de laquelle ce sont les réactifs qui absorbent de l'énergie. Donc, nos réactifs, j'ai pris des valeurs fictives ici, le A et le B, et comme ils absorbent de l'énergie, alors l'énergie se retrouve du côté des réactifs. Donc, c'est ce qu'on avait vu l'année passée. Nous avons les produits qui sont formés
On n'oublie pas que les réactifs sont à gauche de la flèche, les produits sont à droite, la flèche veut dire se transforme. Et dans le cas d'une réaction exothermique, on n'oublie pas que c'est une réaction au cours de laquelle les réactifs qui libèrent, donc libèrent de l'énergie. Et pour montrer que les réactifs libèrent de l'énergie, nous positionnons l'énergie du côté des produits, tout simplement. Donc, pour se transformer en produit, les réactifs doivent libérer de l'énergie dans une réaction exothermique. Et l'inverse, pour se transformer en produit dans une réaction endothermique, les réactifs doivent en absorber de l'énergie. Voyons maintenant ce qui est à retenir. Nous allons reprendre ces notions-là dans le bilan énergétique dans quelques minutes. Donc, à retenir que pour briser ces liens, une molécule doit absorber de l'énergie. Si je prends, exemple, la molécule de méthane, qui est un hydrocarbure, on peut la représenter par la représentation structurale, qui est en fait tout simplement la représentation de Lewis, mais je laisse tomber les électrons de valence, je fais juste tout simplement dessiner les liens avec des petites lignes ici. Et voici, on avait vu la représentation de Lewis l'an dernier. Alors, la molécule de méthane, lorsque elle va brûler, il y a des liens qui vont se briser. Donc, les liens carbone-hydrogène qui vont se briser. Pour briser ces liens-là, la molécule va absorber de l'énergie. Elle va absorber ça, exemple, d'une source extérieure. Si je prends une source de chaleur, à côté, donc une chandelle, par exemple, c'est une image, à côté d'une molécule d'hydrocarbure, c'est l'énergie que la molécule va absorber, qui va venir de la chandelle et qui va lui permettre de briser ces liaisons. Tout ça dans le but de former de nouvelles molécules, dans le cas d'une réaction chimique, donc de former des produits. Et à l'inverse, on va retenir que pour former des molécules, faire des liens entre les atomes, ben, il va y avoir libération d'énergie. Si j'ai une molécule, donc du carbone avec de l'oxygène qui se lient ensemble, on a vu l'année passée par plusieurs façons que la molécule nous donnait du CO2. Donc, par la représentation par point de Lewis, on peut représenter finalement les liens qui vont se former. J'avais 4 électrons de valence pour le carbone, j'en avais 6 pour l'oxygène. Les liaisons qui se forment, un lien, deux liens. Donc, pour arriver à former ces liaisons-là, la molécule va libérer de l'énergie. J'ai mon autre atome d'oxygène qui va former des liens. Donc, et voilà, pour former ces liaisons-là, carbone-oxygène, il va avoir libération, ce que j'ai dit absorber tantôt, c'est libérer, là. Donc, libération d'énergie. On retient, pour briser des liens, la molécule absorbe de l'énergie pour briser des liens. Mais pour les former, ces liens-là entre les atomes, la molécule va libérer de l'énergie. Donc, pour les former, c'est libérer de l'énergie. Pour les briser, c'est absorber de l'énergie. Nous allons revenir plus tard à ces notions-là. Avant tout, un petit résumé de ça aussi, qu'on va comprendre un peu plus tard avec les diagrammes énergétiques et les bilans énergétiques. Alors, si l'énergie absorbée est supérieure à l'énergie libérée, nous allons être en présence d'une réaction endothermique. Et l'inverse, si l'énergie absorbée est inférieure à l'énergie libérée, nous sommes en présence d'une réaction qui sera exothermique. Tout simplement. Revenons maintenant aux équations des réactions endothermiques et exothermiques. En fait, il y a deux façons d'écrire ces équations. Ces équations ont de l'énergie
Et c'est pour cette raison qu'on les appelle des équations thermochimiques. Donc, thermo pour énergie, chaleur. On montre finalement l'énergie à l'intérieur de l'équation. Si je prends une réaction endothermique, exemple, le carbonate de calcium qui réagit, qui se décompose pour donner de l'oxyde de calcium et du CO2. Cette molécule de carbonate de calcium a besoin d'absorber 178 kJ pour se transformer en produit. Donc, c'est le réactif carbonate de calcium qui a besoin d'absorber cette énergie-là. Donc, c'est une réaction endothermique. On place l'énergie du côté des réactifs. Si on veut la représenter, cette même réaction-là, mais en n'ayant pas l'énergie à l'intérieur, on peut la retirer et nous allons retrouver seulement le ou les réactifs et le ou les produits. Nous allons retirer l'énergie et finalement, l'énergie qu'on retrouve, c'est une variation d'enthalpie. C'est un delta H qui est exprimé, mais pour une mole. Dans le cas de cette réaction-là, qui est la décomposition du carbonate de calcium, c'est sous-entendu que l'énergie en jeu, c'est 178 kJ par mol de carbonate de calcium, c'est sous-entendu, qui a été décomposé. De plus, comme la réaction est endothermique, alors ce que nous allons retrouver, c'est une valeur positive, elle est sous-entendue du delta H, donc de la chaleur de réaction. À chaque fois que vous aurez une réaction qui est endothermique, le delta H va être positif, va correspondre à une valeur qui est positive. Par la suite, prenons une réaction qui est exothermique. Encore là, l'énergie à l'intérieur. Avec l'énergie à l'intérieur, on peut, dans une réaction exothermique, écrire l'énergie du côté des produits, puisque c'est une réaction qui libère de l'énergie, on la place du côté des produits. Attention ici, vous avez des coefficients stoichiométriques dans celle-ci. Alors, lorsqu'on sort l'énergie, donc qui devient, on la sort de l'équation, il faut respecter le fait que c'est toujours exprimé pour une mole lorsqu'on sort l'énergie de l'extérieur de l'équation. Ici, j'ai 4 moles de fer, j'ai 3 moles d'oxygène, j'ai 2 moles de trioxyde de difer. Et l'énergie que j'ai ici, qui est moins, parce que, bon, le moins, c'est pour une réaction qui est exothermique. Vous avez toujours, à ce moment-là, on peut aller l'écrire ici, un delta H qui sera toujours négatif pour une réaction qui est exothermique lorsqu'on le sort de l'équation. Donc, lorsqu'on sort cette énergie-là de l'équation, nous avons toujours une valeur négative. Bon, maintenant, elle est exprimée pour une mole de substance. Alors ici, on l'a exprimé pour une mole de quelle substance? Mais ici, c'est la formation, c'est la synthèse de la rouille finalement. Donc, c'est du fer qui s'oxyde. C'est une combustion qui est lente. Ça nous donne un oxyde de fer qui est finalement la rouille. C'est sous-entendu exprimé pour une mole de rouille. Mais c'est relatif. On pourrait aussi l'exprimer, ce delta H-là, pour, par exemple, une mole de fer. Donc, par mole de fer. C'est finalement de la stoichiométrie que nous allons faire. J'ai pour 4 moles de fer un dégagement d'énergie de 1648 kJ. Si je veux calculer pour une mole de fer, donc je m'en viens ici
sous le fer. Donc, je veux calculer pour 1 mol de fer, quelle sera l'énergie en kilojoules. Il suffit tout simplement de faire 1 mol fois le 1648 divisé par 4. Donc, c'est finalement 1648 divisé par 4. Et ça va nous donner 412 kilojoules par mol de fer. J'aurais pu aussi l'exprimer par mol d'oxygène. Donc, par mol d'oxygène, ma valeur, 1648, aurait été divisée tout simplement par 3. Et j'aurais obtenu environ une valeur de 549. On ajoute toujours le moins, puisque c'est une réaction qui est exothermique. On peut faire de la stoichiométrie avec l'énergie. Nous l'avions vu l'année passée, ou en rappel en début de l'année. Mais il faut se rappeler que lorsqu'on sort l'énergie d'une formule, d'une équation thermochimique, il faut tenir compte du fait que l'énergie, le delta H, est exprimé pour 1 mol d'une substance qui va être précisée, par exemple, dans une question, dans un exercice ou dans une question d'examen. Ça peut prendre plusieurs valeurs à ce moment-là, autant de valeurs que nous avons de substances dans l'équation. On poursuit maintenant avec les diagrammes énergétiques. Les diagrammes énergétiques vont nous permettre de visualiser justement l'énergie, donc l'enthalpie des réactifs, l'enthalpie des produits, pour les deux types de réactions. Je vais commencer par la réaction qui est endothermique. Ce n'est pas vraiment des graphiques, c'est pour ça qu'on les appelle les diagrammes, parce que les axes ne sont pas tellement gradués. En effet, souvent on va placer sur les axes juste les valeurs utiles. Ici, ce qu'on va retrouver sur l'axe des Y, c'est l'enthalpie, tout simplement, en kilojoules. Les deux paliers que j'ai faits ici, c'est tout simplement, le premier palier, c'est toujours celui où on retrouve les réactifs. Donc, on peut vraiment écrire les réactifs. Je vais donner un exemple tantôt concret. Mais pour l'instant, on peut tout simplement écrire ici le HR pour réactif. Cette énergie-là peut être ici à côté 100, 200, 50. Si je prends une équation fictive, donc par exemple A plus B plus de l'énergie qui va nous donner du C plus D. À ce moment-là, je pourrais écrire au lieu de HR, je pourrais écrire tout simplement les réactifs sur le palier, donc A plus B, sans l'énergie. Vous allez comprendre l'énergie où nous allons placer, c'est le delta H. Tantôt, là, on va le placer et il va être en lien avec la formule qu'on a vue tantôt aussi, là, le delta H qui était égal à l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. On va voir ça tantôt. Mon égal, il n'est pas bien formé. Mon petit plus ici non plus. Donc, on va juste régler ça. Donc, ici, j'ai mon égal. Bon. Alors, l'enthalpie des réactifs, mais aussi, un petit peu plus loin, j'ai aussi mes produits. Donc, on peut écrire enthalpie des produits. Je vais même effacer ici, ça va moins alourdir le diagramme. Je vais réécrire mon enthalpie des réactifs. Vous pouvez laisser ça comme ça pour cet exemple-là. C'est un exemple qui est général. Pour l'axe des X maintenant, c'est tout simplement, c'est pas gradué, c'est tout simplement la progression de la réaction dans le temps. Donc, progression de la réaction. Si on avait des unités à placer ici, c'est souvent le temps. Mais en chimie, les réactions peuvent se faire, comme dans le cas de la rouille du fer, sur une longue période. Donc, c'est relatif. Ça peut être des minutes, ça peut être des jours, des secondes. Donc, c'est la progression de la réaction dans le temps. Souvent, je vais écrire, pour aller plus rapidement, progression de la réaction dans le temps, PRT, tout simplement.
Donc, je reviens à mon graphique, à mon diagramme, en fait. Dans une réaction qui est endothermique, on sait que les réactifs absorbent de l'énergie pour se transformer en produit. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est si les réactifs absorbent de l'énergie pour se transformer en produit, c'est quoi qui devient le plus énergétique? Les réactifs ou les produits? Ce sont les produits. C'est pour cette raison que le palier des produits est supérieur au palier des réactifs. Je vais l'illustrer avec un exemple simple. Si on fait une réaction physique, la fusion, donc faire fondre de la glace. On sait que ça prend de l'énergie, on va chauffer le tout et ça va nous donner de l'eau, mais sous forme liquide. Qu'est-ce qui est le plus chaud? Qu'est-ce qui est le plus énergétique entre ces deux molécules-là? La molécule solide d'eau ou la molécule liquide d'eau? C'est la molécule liquide qui est plus énergétique. Donc, dans une réaction qui est endothermique, on place toujours le palier des produits supérieur au palier des réactifs. Donc, supposons que je mets des valeurs. J'ai 100 kJ pour mon énergie de mes réactifs au début. Et pour mes produits, par exemple, vis-à-vis des produits, j'ai 400. Je pourrais avoir ça. Donc, mon réactif ou mes réactifs ont absorbé de l'énergie pour se transformer en produit. C'est normal de retrouver des produits avec plus d'énergie. Le diagramme se fait de la façon suivante. On a vu tantôt que pour briser des liens, la molécule avait besoin d'absorber de l'énergie. On montre ça par une courbe, ici, qui se rattache à notre enthalpie des produits, à nos produits. Dans le haut de cette courbe, on retrouve un point qui est en lien avec une grande quantité d'énergie, qui est hautement énergétique. On appelle ce point-là le complexe activé, le CA. On va aller le définir. Le complexe activé, c'est tout simplement une molécule ou des molécules instables, hautement énergétiques. C'est normal que ce soit des molécules hautement énergétiques, puisque dans le diagramme énergétique, on retrouve le complexe activé ici, et il correspond à une très grande quantité d'énergie. On l'appelle, en abréviation, le Ca pour complexe activé. C'est une molécule instable, il faut retenir ça, c'est très important. Nous allons l'illustrer tantôt avec un exemple. C'est une molécule instable, c'est finalement les réactifs qui brisent leur lien, mais avant d'arriver au produit, il y a une réorganisation qui se fait des liaisons, mais qui n'est pas encore celle des produits. Le mot complexe vient de compliquer, donc ce sont des molécules ou une molécule qui est vraiment complexe. Comme j'ai dit tantôt, nous allons l'illustrer avec un exemple. Ce qu'on retrouve dans toute réaction, qu'elle soit endothermique ou exothermique, la première partie, donc celle où on retrouve les réactifs qui brisent leur lien, la première partie, elle est toujours endothermique. Parce que pour briser des liens, les réactifs doivent absorber de l'énergie. L'absorption de l'énergie, on peut la visualiser ici sur le diagramme par la hausse, justement, donc de la courbe et par le fait même de l'énergie. Par la suite, lorsque les liens sont brisés et qu'il y a une réorganisation pour former de nouvelles liaisons dans le but de faire les produits, nous avons, comme deuxième partie ici, une libération de l'énergie, mais qui est moindre que l'absorption, et c'est pour cette raison que cette réaction-là, globalement, elle est endothermique. De quelle façon nous allons montrer l'énergie, la variation d'énergie, le delta H? C'est tout simplement que nous allons prolonger le plateau des réactifs ainsi que celui des produits. Et nous allons montrer la variation. On se souvient
de la petite formule de tantôt. Donc, la variation d'enthalpie, c'est l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. Et on va la montrer ici de cette façon-là. Donc, entre les deux paliers, réactifs et produits, vous allez avoir un delta H ici qui va être représenté. Si on veut le calculer avec cet exemple-là fictif et la formule, donc le delta H va être égal à ce moment-là à l'enthalpie des produits. Je vais faire une lecture directe sur le diagramme, moins l'enthalpie des réactifs. Ma lecture directe va me donner vis-à-vis du plateau des produits 400 kJ et vis-à-vis du plateau des réactifs 100 kJ. Donc, c'est fictif, je me le rappelle. Voyez-vous, la valeur va être égale à 300, mais finalement, c'est positif et c'est normal d'être positif. Oups, j'ai oublié que mon kilojoule ici, je m'excuse. Le delta H aura une valeur positive puisque vous avez une réaction qui est endothermique. Donc, on voit très bien que la formule va nous donner automatiquement le signe qui va nous révéler finalement que c'est une réaction endothermique. Maintenant, cette énergie-là que les réactifs doivent absorber pour se transformer en complexe activé, nous l'appelons, je vais prendre du bleu pour l'illustrer, on part du palier des réactifs et on va ici au complexe activé, nous l'appelons l'énergie d'activation de la réaction directe. Alors le E, c'est pour énergie, le petit d, c'est pour la réaction directe. En fait, en chimie, on a l'habitude de voir les réactifs qui se transforment en produits, mais lorsque vous avez des produits, on peut inverser l'équation. Donc, les produits deviennent nos réactifs qui se transforment en produits, mais qui étaient nos réactifs avant. Donc, les réactions peuvent être réversibles en chimie. Si vous prenez la réaction dans le sens conventionnel, de la gauche vers la droite, c'est l'énergie que les réactifs doivent absorber pour amorcer, pour briser leur lien, pour se transformer en complexe activé et par la suite en produit. Si les réactifs, on ne leur donne pas assez d'énergie, on ne pourra pas arriver à briser les liens pour retrouver le complexe activé et par la suite les produits. C'est comme par exemple pour la molécule de méthane, simplement lui donner une chaleur donnée par la chaleur de nos mains. Ça ne suffit pas pour briser les liens de cette molécule-là. Il faut vraiment lui donner une flamme. En lui donnant une flamme, nous allons avoir vraiment l'énergie. Donc, cette molécule-là va pouvoir absorber l'énergie nécessaire pour arriver au complexe activé et par la suite au produit. Dans le sens inverse, cette énergie-là, on va l'illustrer en vert, on va l'exprimer en partant des produits, du palier des produits, et nous allons utiliser la variable EI pour tout simplement l'énergie d'activation de la réaction inverse, lorsqu'on voit la réaction, mais à l'inverse. C'est sûr que cette réaction-là, elle est endothermique lorsqu'on la voit directe, mais à l'inverse, toute réaction endothermique devient une réaction exothermique. On va aller l'illustrer tantôt. Pour les variables, on peut tout simplement les représenter ici, donc les définir ici. Le ED, c'est tout simplement l'énergie d'activation. Souvent, on voit minimal d'énergie. C'est le minimum d'énergie qu'il faut donner à nos réactifs pour briser les liens. C'est pour ça qu'on l'appelle le seuil minimal aussi. Donc, l'énergie d'activation de la réaction directe. Même chose, le seuil minimal, mais pour la réaction inverse, c'est le EI, tout simplement. Maintenant, si on fait un petit peu d'analyse, on remarque la chose suivante. C'est que l'enthalpie des réactifs dans une réaction endothermique, elle est toujours inférieure, donc ça c'est à retenir, l'enthalpie
des réactifs dans une réaction endothermique est toujours inférieure à l'enthalpie des produits pour une réaction endothermique. Une chose aussi qu'on peut répéter qui est très importante, vous avez toujours dans une réaction endothermique une variation d'enthalpie qui est positive. La façon de représenter ça, c'est de dire que c'est supérieur à 0. Vous avez par la suite, si on regarde les énergies d'activation, que l'énergie d'activation de la réaction directe, elle est supérieure à l'énergie d'activation qui est endothermique. C'est ce que nous retrouvons. De plus, on peut même calculer le delta H en connaissant les énergies d'activation. De quelle façon on les trouve? Donc, supposons qu'au complexe activé, ici, j'ai 700 en énergie. Le ED, à ce moment-là, c'est l'écart. C'est un écart. Ce n'est pas une lecture qu'on fait sur le diagramme, c'est vraiment l'écart ici. Si j'ai 700 et 100 ici, j'ai donc une énergie d'activation directe ici qui correspond à 600 kJ. J'ai donc besoin de 600 kJ pour amorcer la réaction, pour briser les liens des réactifs. Ici, l'énergie d'activation, lorsque je la connais, je peux aller aussi connaître celle de la réaction inverse. L'écart ici, qui est tout simplement un écart de 300. On peut arriver à calculer le delta H avec ces valeurs-là. L'énergie d'activation de la réaction directe moins l'énergie d'activation de la réaction inverse et je vais obtenir mon 300 que j'ai calculé tantôt. Nous l'avons calculé ici. Donc, je vais retrouver vraiment le plus 300 en utilisant, non, là, le ED moins le EI. C'est par l'analyse du diagramme qu'on peut voir cette relation-là. Et si je vais chercher mes valeurs, j'avais mon 600 moins mon 300 kJ, donc 600 kJ moins le 300 kJ, ce qui nous donne un delta H positif qui est égal à 300 kJ. On retient tout ce qui est encadré ici, c'est important. Maintenant, en parallèle, on va voir le diagramme énergétique, cette fois-ci pour une réaction qui est exothermique. Une réaction qui est exothermique, on sait que l'énergie, elle est du côté qui est des produits. Donc, A plus B, par exemple, qui donne du C plus D, plus de l'énergie. C'est une réaction où les réactifs, donc j'ai l'enthalpie des réactifs ici, l'enthalpie des réactifs est toujours sur l'axe des Y. L'axe des Y, c'est toujours l'enthalpie en kilojoules. L'axe des X, c'est toujours la progression de la réaction dans le temps. Ici, c'est toujours des produits que je retrouve. Et comme les réactifs doivent libérer de l'énergie pour se transformer en produits, nous allons retrouver le palier des produits inférieur au palier des réactifs. On peut donner des valeurs qui sont fictives. Si je pars à 100, par exemple, ici, 100 kJ mes réactifs, et que je retrouve vis-à-vis du palier de mes produits, supposons 50. C'est normal, étant donné que les réactifs doivent libérer de l'énergie pour se transformer en produits, que l'énergie des produits est moindre. On peut prendre l'exemple avec la réaction physique de tantôt. On avait fait la fusion de la glace, de l'eau. On va faire l'inverse. J'ai de l'eau liquide. L'eau liquide est plus énergétique que l'eau solide.
Mon réactif, c'est mon eau liquide. Mon réactif doit libérer de l'énergie pour se transformer en produit. En fait, dans les équations en chimie, on ne met pas de moins. Donc, pour retenir un petit peu, c'est comme si mon réactif, je lui enlève de l'énergie, donc moins de l'énergie. Mais on ne place jamais de valeur négative dans les équations. Donc, c'est comme si vous voulez faire une petite image algébrique avec ça, lorsque j'envoie le moins énergie de l'autre côté, il devient plus énergie. Donc, on n'écrit jamais ici d'énergie négative dans l'équation thermochimique. Donc, ma molécule d'eau liquide a besoin de libérer son surplus d'énergie pour se transformer en eau solide. Et effectivement, l'eau solide, c'est de la glace, c'est plus froid, ça a moins d'énergie. Le palier est plus bas à ce moment-là pour des produits lors d'une réaction exothermique. On va retrouver pour la réaction exothermique la même chose. Un complexe activé, c'est la même définition. Nous allons retrouver une énergie d'activation de la réaction directe. Je vais la représenter ici en bleu. On part toujours pour la réaction directe vis-à-vis le palier des réactifs et on va rejoindre le complexe activé. Donc, voici le ED. Si on prend la réaction, mais dans le sens inverse des produits vers les réactifs, à ce moment-là, on part du palier des produits. On va l'illustrer de cette façon-là. Et voilà l'énergie que nos produits devront absorber pour se transformer en réactifs, mais finalement, les produits vont devenir des réactifs lorsqu'on va l'avoir de façon inverse. C'est notre énergie d'activation de la réaction inverse. Le delta H va être représenté toujours, même dans une réaction endo ou exo, par la variation ici. Donc, il est toujours le delta H finalement en sandwich entre notre palier des réactifs et des produits. Et on peut voir, exemple, si on calcule notre delta H avec la formule de l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs, c'est une petite formule qu'il faut apprendre par cœur, elle n'est pas donnée dans les examens. On va aller lire directement sur notre diagramme. Alors, les produits ont une enthalpie de 50 kJ, moins l'enthalpie des réactifs qui est de 100 kJ. On peut voir apparaître le signe négatif de la réaction qui est exothermique. Le delta H, il est toujours négatif pour une réaction qui est exothermique. Ce que nous constatons, alors on va aller l'écrire, dans une réaction exothermique. Bon, premièrement, il faut retenir, on vient de le mentionner, que la valeur du delta H est toujours négative. Le delta H est toujours négatif. Comment on peut exprimer ça en symbole mathématique? C'est tout simplement que le delta H est toujours inférieur à 0. Autre constat aussi, c'est que l'enthalpie des réactifs, dans une réaction qui est toujours exothermique, est supérieure à l'énergie des produits. Autre chose que l'on peut constater aussi, c'est que l'énergie d'activation directe, elle est inférieure à l'énergie d'activation de la réaction inverse. Le ED est inférieur à EI. Même chose, on peut aller faire une petite analyse graphique pour calculer finalement le delta H. Donc, il suffit de prendre l'écart ici. Donc, si je mets, par exemple, un complexe activé qui correspond à 400 kJ, par exemple, alors ici, j'ai 400, un écart de ici 300 plus 50. Alors, j'ai 350 ici, d'énergie d'activation de la réaction inverse, toujours en kilojoules.
Ici, j'ai donc un écart de 300 kJ. Et si je veux calculer la valeur de mon delta H, je peux prendre le 300 moins le 350, comme on a fait tantôt. Le delta H qui va être égal à ED moins EI, ce qui va nous donner un delta H négatif. Ce qu'on voit graphiquement, c'est que le ED vaut 300 kJ et le EI vaut 350, donc moins 350 kJ. Nous allons voir apparaître la valeur négative de notre delta H de notre réaction qui est exothermique. Passons maintenant au bilan. Non, je vais donner un exemple avant de passer au bilan. Supposons que j'ai la combustion du méthane. On sait que le méthane, c'est un hydrocarbure. Les hydrocarbures, lorsqu'ils brûlent, ça forme du côté des produits du CO2 et de l'eau. Ce que je vais faire avec ce diagramme, je vais vous montrer, on revient à la molécule instable qui est notre fameux complexe activé dont on a parlé tantôt. Alors ici, tout simplement, le plateau, je vais positionner mon plateau de mes réactifs. C'est une réaction qui est, je vais le placer un petit peu plus haut. Donc, c'est une réaction de combustion, c'est une réaction exothermique. Toutes les combustions, tout ce qui brûle, c'est exothermique. Je vais donc mettre le palier des produits. Je vais l'éloigner un petit peu plus, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Donc, le palier des produits ici. Si je veux représenter cette réaction-là en mettant un peu plus de détails, j'ai quand même l'enthalpie ici en kilojoules. Je peux écrire au lieu de HR, je les connais mes réactifs. Ils ne sont pas fictifs. Je peux écrire ma molécule de méthane avec mes deux molécules d'oxygène sur le palier. C'est toujours les réactifs qu'on retrouve sur l'axe des Y. Les produits, je peux aller aussi les illustrer sur ma ligne. J'ai du CO2 et deux molécules d'eau. Maintenant, j'ai le complexe activé qui va être formé. Je vais le faire un petit peu plus large comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour me laisser de la place finalement. Le complexe activé, c'est que avant d'arriver à ces molécules de dioxyde de carbone et d'eau, les liens vont se briser des molécules de méthane et d'oxygène. On peut représenter, par exemple, la molécule de méthane comme on le fait tantôt. On avait 4 liaisons hydrogène-carbone. C'est notre représentation par point de Lewis, mais on remplace tout simplement les doublets par des lignes. Lorsque ça se brise, cette molécule-là, il y a d'autres molécules à côté d'oxygène. Donc, on avait vu l'année passée, c'est un élément diatomique, donc il y a deux liaisons, mais même j'ai deux molécules ici d'oxygène. Alors, les liens vont se briser. Supposons que ce lien se brise, lui aussi se brise, et on va avoir temporairement des molécules complexes qui vont se former. Comment on les écrit, ces molécules complexes-là? Il n'y a pas vraiment de loi, sinon de conserver les atomes, le nombre d'atomes. Exemple, le complexe activé ici que je pourrais placer concrètement, donc c'est des molécules intermédiaires avant d'arriver au produit, ben, ça pourrait être, par exemple, C plus par la suite H2 plus, supposons, une molécule d'oxygène, plus, par exemple, H2O, un H2O qui s'est formé. Donc, voyez-vous, c'est complexe. Mais là, si je compte mes atomes d'oxygène, il faut que je respecte quand même le fait que j'en ai 4. Donc, il m'en manque un. J'en ai 2,
3, je pourrais ajouter un autre oxygène comme ça tout seul. Donc, voyez-vous, la molécule est très complexe. La seule chose qu'on va vous demander, si on vous en demande une, par exemple, si on vous demande d'illustrer un complexe activé dans une équation euh, pour un diagramme énergétique, c'est tout simplement de respecter le nombre d'atomes. J'avais un atome de carbone, alors j'en ai mis un. J'avais au total 4 atomes d'hydrogène, alors j'en ai 2 ici tout seul, j'en ai 2 ici avec la molécule d'eau. Pour l'oxygène, j'en avais au total 4, alors j'en ai 2, plus un, ce qui donne 4. La molécule instable, le complexe activé, les molécules instables auraient pu être complètement, quelque chose de complètement différent. J'aurais pu avoir du H2O 2 fois, ensuite du C plus C, plus bon, de l'oxygène. Peu importe, il faut conserver le nombre d'atomes tout simplement. On va retrouver ici, en partant du palier des réactifs, toujours notre énergie d'activation qui est directe, de la réaction directe, et en partant du palier des produits, nous allons retrouver l'énergie d'activation de la réaction inverse. Nous pouvons illustrer toujours le delta H ici, mais comme on connaît sa valeur, on peut l'écrire à côté. Le delta H, il est déjà dans l'équation ici. Donc, le delta H va être exprimé, c'est ça, pour une mole. Alors, pour une mole de méthane qui brûle, je vais l'exprimer avec le signe négatif. Donc, moins 682 kJ, c'est une réaction qui est exothermique. Donc, voici un exemple un peu plus concret, moins fictif. Et maintenant, allons dans la dernière partie du cours, qui est le bilan énergétique. Le bilan énergétique, pour vous aider à trouver l'énergie de liaison, c'est dans l'annexe 8 de votre manuel à la page 419. Je vais procéder tout simplement par un exemple pour vous illustrer la manière de faire le bilan énergétique. En fait, le bilan énergétique, c'est exemple. Je veux retrouver, pour la combustion du méthane, je veux retrouver l'énergie. Même plus, je veux savoir, est-ce que, supposons que je ne sais pas que la combustion du méthane, c'est une réaction exothermique, je veux même savoir, est-ce une réaction exo ou endothermique? Mais plus que ça, je veux savoir aussi l'énergie que je vais aller mettre à l'intérieur. Je veux avoir le delta H. À ce moment-là, en ayant le delta H, s'il est négatif, je vais le mettre du côté des produits. S'il est positif, je vais aller le mettre du côté des réactifs. Alors, pour ce faire, la représentation par points de Lewis de l'année passée va nous aider grandement ici. Les électrons de valence pour le carbone, j'en ai 4, et pour l'hydrogène, j'en possède 1. La molécule va s'illustrer de la façon suivante. On a vu que l'exception l'année passée, hein, l'hydrogène, il fait juste une possibilité de liaison, même s'il est dans la famille 1A. C'est juste une, et qui est un non-métal finalement, là. Il fait juste une liaison. Regardez tous les liens que la molécule de méthane aura à briser. J'ai 4 liens, mais CH. Donc, il faudra retrouver l'énergie pour briser la liaison du carbone avec l'hydrogène. Cette énergie-là, c'est elle que nous allons retrouver dans l'annexe 8 de la page 419. Et cette liaison-là, j'en ai 4 fois. Et comme c'est un réactif qui se brise, c'est de l'énergie qu'il va absorber. Cette énergie-là que je vais aller chercher dans l'annexe, je vais la mettre positive. Si je vais voir dans l'annexe, cette énergie-là correspond à 4 fois, et juste avant, c'est vrai, j'ai oublié de vous mentionner, pour calculer le bilan énergétique, est-ce que je l'ai écrit? Je l'ai écrit en quelque part, je vais vous le montrer, ce ne sera pas long. Ah, elle est ici. Donc, c'est cette équation-là que nous allons utiliser. Alors, ça nous prend,
pour calculer le delta H, l'énergie, donc l'énergie, la variation d'énergie, mais lorsque les liaisons ont été brisées, et rappelez-vous antérieurement, on a dit que lorsqu'une liaison, les liens sont brisés, il y a absorption d'énergie pour les briser, ces liens-là, plus l'énergie des liaisons qui sont formées. Mais lorsque des liaisons se forment, l'énergie, elle est négative. Donc, c'est ce qu'on va voir ici dans le bilan de l'énergie. Alors, je vais faire mon bilan énergétique. De ce côté-ci, c'est mes liaisons qui sont brisées, mes réactifs qui brisent leurs liaisons. Je vais illustrer la molécule, juste avant d'aller plus loin, d'aller chercher l'énergie dans l'annexe. Je vais illustrer la molécule d'oxygène. On a vu qu'il y avait 6 électrons de valence. C'était une liaison covalente. Donc, j'ai mes 6 électrons de valence. Tout le monde veut respecter la règle de l'octet. J'ai 2 liens. Mais j'en ai 2 molécules. Alors, des liaisons doubles, je peux la représenter comme ça, des liaisons doubles pour l'oxygène, j'en ai donc 2. J'ai 2 fois, donc dans l'annexe, j'ai besoin d'aller chercher 2 fois l'énergie pour briser la double liaison entre l'oxygène. Je vous laisse quelques minutes, pas quelques minutes, mais quelques secondes, aller voir à la page de l'annexe 8, qui est la page 419. Vous allez vraiment visualiser les types de liaisons. Ils sont illustrés par la méthode structurale. La méthode structurale, c'est qu'on voit juste les liens, on ne voit pas les électrons de valence. Pour le méthane, par exemple, on remplace les liaisons, tout simplement, les doublets, par des petits liens comme ça. Et j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. C'est pour ça qu'on écrit 4 fois l'énergie qui va être absorbée pour briser la liaison entre le carbone et l'hydrogène. Et pour l'oxygène, 2 fois l'énergie que j'ai besoin pour briser cette liaison-là entre les 2 atomes d'oxygène. Si vous regardez cette énergie-là, elle correspond pour une liaison de carbone et d'hydrogène à 413 kJ par mol. Mais comme j'en ai 4 liens à briser, je fais le x4. Et comme c'est des liens qu'on brise, nous la laissons positive, cette énergie-là. On va la calculer tantôt. Même chose ici, j'ai pour la double liaison ici pour les 2 atomes d'oxygène, lorsque je vais voir le bilan, pas le bilan, mais l'annexe, je retrouve 498 kJ. C'est des liens brisés, donc absorption d'énergie, c'est un positif, mais comme j'ai 2 fois cette liaison-là, je fais x2. Voici donc l'énergie du côté de mes réactifs, c'est les liaisons brisées. On va aller faire tantôt cette formule-là, on va aller additionner tout ça. Maintenant, venons travailler la molécule de dioxyde de carbone. Alors, si je place, par exemple, mes électrons de valence pour le carbone, même chose pour l'oxygène ici, donc des 2 côtés. On retrouve une première liaison ici, une deuxième. On respecte la règle de l'octet, là. Vous vous souvenez de l'an passé, on a fait même un retour en début d'année. Maintenant, l'oxygène en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est heureux. Le carbone, il lui en manque 2, donc il va aller faire un doublet ici avec l'autre atome d'oxygène. Du point de vue structural, ce que j'ai comme liaison, c'est une double liaison. J'ai 2 liens qui lient finalement l'oxygène et le carbone. J'aurai donc besoin, pour l'oxygène et le carbone-oxygène, de l'énergie pour briser ces liens-là. Donc, carbone avec l'oxygène. Mais combien de fois? 1, 2. Donc, 2 fois. Je vais aller dans l'annexe. Je vais voir que cette énergie
correspond à 745 kJ. Mais comme ce sont des liens qui sont brisés, je vais mettre cette énergie-là négative. Et comme j'en ai 2 fois, je vais faire fois 2. Et voilà. Si on récapitule, les liaisons qui sont formées, j'ai dit brisées tantôt, je m'excuse, c'est liaisons formées. Donc, du côté des produits, les liaisons sont formées, excusez, là. Et pour les liaisons qui sont formées, durant que les liaisons se forment, il y a libération d'énergie. On associe la libération de l'énergie à un moins. Donc, une perte d'énergie. Si je regarde maintenant la molécule d'eau avec son oxygène qui possède ses 6 électrons de valence et l'hydrogène qui en possède juste un, je vais donc avoir un doublet ici, un autre doublet ici. De façon structurale, on représente ça ici par une simple liaison. Alors, qu'est-ce qu'on a à former? Tantôt, je m'excuse, j'ai dit briser là, pour la molécule de CO2, je crois, mais qu'est-ce qu'on a à former? Ces 2 liens OH. Nous allons dans le tableau de l'annexe, les 2 liens OH. Donc, pour un seul lien OH, c'est 460 kJ. Mais comme c'est des molécules qui sont formées, donc des liens qui sont formés, il va y avoir libération d'énergie. Et comme j'en ai 2, on fait x2. Donc, il suffit tout simplement d'utiliser la représentation par point de Lewis pour visualiser vraiment les liaisons. Par la suite, retrouver ces liaisons-là dans l'annexe. Ensuite, considérer que qu'est-ce qui est brisé doit absorber de l'énergie, donc l'énergie va être positive. Ce qui va être formé, l'énergie va être négative. Et par la suite, il nous reste tout simplement à appliquer cette formule-là. L'énergie, donc les variations d'énergie des liaisons brisées, plus les variations d'énergie des liaisons formées, ce qui va nous donner notre delta H. Donc, delta H qui est égal à 4 fois notre énergie pour briser les liens carbone-hydrogène. Je vais laisser tomber les unités pour ne pas alourdir le problème. Plus 2 fois d'énergie pour briser les liaisons O de l'oxygène, plus 2 fois l'énergie pour former la molécule, ben, les liens CO pour former, donc c'est un moins. Ils doivent libérer de l'énergie. Plus maintenant l'énergie qui a été libérée, donc je la mets négative. Excusez, ici c'est un fois. Oups, il est tard, fait que je commence à faire des petites erreurs. Il est rendu minuit et 30. Donc 2 fois l'énergie qui a été libérée pour former les liaisons oxygène et hydrogène. Lorsque nous faisons le bilan énergétique, nous retrouvons une valeur négative. Alors, le delta H est négatif. Ça nous dit donc que la réaction est exothermique et elle est égale à moins 682 kJ. Si je vais l'écrire maintenant dans mon équation, je vais l'écrire du côté des réactifs.
Et voilà. Je vais la laisser comme ça à 682 kJ puisque c'est une mole de CH4 exactement qui brûle. Voici le bilan énergétique.